Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur la prise en charge psychologique d'un ou une patiente en obésité morbide. Cette vidéo fait suite aux ateliers en lien avec le DAC 08 qui ont eu lieu le samedi 26 avril 2025. Je vous présente donc ici sur cette chaîne YouTube les 10 minutes de mon intervention si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce que j'ai pu en dire. Malheureusement, vous n'aurez pas ce que mes collègues qui ont fait la représentation avec moi ont pu dire. Si vraiment ça vous intéresse, je ferai en sorte de vous faire un petit résumé une prochaine fois. Allez, on commence. Alors, l'obésité dans la nature. Alors, je vais vous demander de prendre le temps de réfléchir un petit peu à si vous avez déjà vu des animaux obèses dans la nature. J'ai mis exprès une image d'éléphant. C'est pas anodin, c'est parce que l'éléphant, c'est quand même un animal qui est extrêmement lourd et qui pourtant, c'est un végétarien. Il ne mange que des fruits et légumes, enfin des feuilles principalement. Et ça me semblait tellement important de pouvoir vous montrer un petit peu ce paradoxe de, oui, on peut manger uniquement de la verdure et pourtant peser plusieurs tonnes. Pour autant, aucun de ces éléphants que vous voyez là n'est obèse, parce que c'est totalement dans sa courbe de poids, donc l'éléphant n'est pas considéré comme en obésité morbide malgré ses plusieurs tonnes de charge et de masse. En réalité, si vous regardez bien les animaux obèses que vous pouvez rencontrer, vous les rencontrez ailleurs que dans la nature, c'est-à-dire vous les rencontrez chez l'homme. Ça va être le gros matou qui a été bien nourri dans sa famille et qui mange plus que ce que sa faim ne lui demande. Ça va être le petit kiki de la mamie qui a été nourri beaucoup trop de fois parce que mamie a oublié qu'elle l'avait déjà nourri dans la journée. Ça peut être les rats qu'on trouve derrière les restaurations, j'imagine ça dans les égouts de New York, mais bon, ça peut être aussi les moineaux dans des villes d'Alsace, hein, c'est pas forcément si éloigné que ça. En tout cas, c'est à chaque fois que l'homme vient mettre son grain de sel que l'animal devient obèse. Donc on en vient à... Non, si on était encore, vous comme moi, à l'âge de Cro-Magnon, il y aurait de grandes chances pour qu'il y ait très peu d'obésité. Vous allez voir qu'il y aurait quand même, de toute façon, des tas et des tas de morphologies différentes qui feraient qu'il y aurait des personnes plus grosses que d'autres, plus maigres que d'autres, et c'est ce qu'on va voir du coup dans cette présentation. Là, je vous présente les causes de l'obésité, au cas où vous ne les connaîtriez pas, celles qu'on connaît principalement. La première qui me semble importante à décrire, c'est justement la génétique. Comme je viens de le dire, selon les personnes, en fait, tout simplement, je vais mettre ça en rapport avec la taille. Une personne qui mesure 1,70 m n'a pas choisi de mesurer 1,70 m. Une autre qui mesure 1,95 m non plus. C'est quelque chose qui est totalement dans la génétique de la personne, dans son ADN, et c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrôler. Eh bien, le poids, c'est pareil. On a supposément un poids de forme qui fait que on est supposé avoir un certain poids. Je reprends mon exemple des hommes et femmes de Cro-Magnon, mais concrètement, si on était tous à la même enseigne à manger avec ce qu'on peut trouver, à chasser, à cueillir, eh bien en fait on aurait notre poids de forme et ce ne serait pas forcément celui qu'on espère avoir d'ailleurs. Là je vous ai noté pas mal d'autres causes qui vont accentuer l'obésité. Donc on a des causes environnementales, effectivement là j'ai pas les études en tête, mais il a été prouvé que dans certains contextes socioculturels on aura plus tendance à être obèse que d'autres. Je crois que ce qui peut vous parler le plus, ça va être peut-être dans la société occidentale, mais plutôt aux États-Unis, où en fait on trouve beaucoup plus de personnes obèses que là en France, par exemple. Après, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'effectivement, je ne crois pas que je vous dise quelque chose de trop déconnant. Il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien, vraiment aussi tout ce qui est hormonal, où en fait, quand on a des soucis de thyroïde ou qu'on a des maladies auto-immunes enfin, une maladie quelconque, et ou qu'on prend un médicament pour gérer une certaine maladie et que le médicament a des effets secondaires, et bien effectivement l'obésité, enfin la prise de poids en tout cas, est tout à fait
envisageable. Que ce soit dû à une mauvaise intégration des graisses ou que ce soit de la rétention d'eau d'ailleurs. C'est pas forcément, vous allez voir, il y a plein de causes différentes. J'ajoute les traumatismes multiples et ou lourds. Donc ça va être à la fois les traumatismes en lien avec le corps, c'est-à-dire qu'effectivement une personne qui n'a plus la possibilité de bouger, de faire de se mettre en action physiquement, va effectivement cumuler plus de gras. Pour autant, là, je parle moi principalement des traumatismes psychologiques, et vous allez voir sur la diade après ce que j'entends par là. Ceci étant, la plupart du temps, on n'est pas obèse pour une seule raison. C'est un mélange de plein de choses qui font qu'on en vient là. Vous pouvez voir d'ailleurs sur la petite image que j'ai mise à côté qu'effectivement, instinctivement, quand on va voir son médecin traitant, première chose qu'il va nous dire, c'est faites de l'exercice et faites un régime, donc exercice physique et alimentation. Mais en réalité, tout le reste est tellement important qu'on ne peut pas se cantonner à ça. Il y a la pollution, la génétique, le microbiote intestinal, l'abondance de nourriture, les progrès technologiques, l'environnement in utero, les traitements médicaux, toutes les causes psychiques, les hormones, le statut social, les virus, le comportement alimentaire et la grossophobie. La grossophobie, c'est ce que moi, je mets en priorité dans la cause de l'obésité. Là, j'ai nommé Madia, quand l'esprit n'est pas assez fort, le corps prend le relais. J'ai énormément de patients, qui pas forcément en obésité d'ailleurs, ça peut être un simple, on mettait plein de guillemets autour de ce mot, un simple surpoids, qui en fait ont subi des choses dans leur vie, qui ont été extrêmement difficiles et où on ne les a pas armés psychologiquement pour pouvoir appréhender et dépasser les choses qui leur arrivaient. Et du coup, elles ne se sentaient pas assez fortes, ces personnes. Donc elles sont devenues fortes, en tout cas par le corps. Donc là, par exemple, la grossophobie, les idées reçues sur les gros qui commencent dès la maternelle, et une grossophobie ambiante, on le ressent partout. Alors effectivement, quand on n'a pas de problème de poids, on ne le voit pas. Quand on a des problèmes de poids, il n'y a aucun doute que la grossophobie fait partie vraiment intégrante de la société dans laquelle on évolue. Je parle par exemple un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est une de mes patientes qui est en obésité morbide, qui me disait que quand elle va à Disneyland, en fait, il n'y a pas de place pour elle dans les attractions. Rien que ça. Les places ont été calculées selon une moyenne, et comme elle est hors norme, hors moyenne, elle ne peut pas faire les attractions qu'elle adore. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais le premier accès à la grossophobie, c'est effectivement l'image que les autres nous renvoient, et notamment à la maternelle. Les enfants auraient tendance déjà, à la maternelle, à 3-4 ans, à stigmatiser les gros, les plus gros qu'eux, parce qu'à la maternelle, on peut pas... Enfin, c'est très difficile de dire qu'un enfant est gros, un enfant est potelé, un enfant est... c'est pas parce qu'un enfant est gros à la maternelle qu'il va rester gros ou obèse en grandissant, absolument pas. En tous les cas, dès la maternelle, on a déjà des enfants qui vont stigmatiser en imaginant que parce que l'enfant est gros, alors il n'est pas intelligent, parce que l'enfant est gros, alors il n'est pas gentil. Et donc en fait, à force de mettre cette croyance sur les enfants, les enfants finissent par le croire. Donc on a vraiment cette grossophobie-là, qui est aussi malheureusement visible chez le médecin traitant, en fait. Le médecin traitant qui veut le bien-être de ses patients voit qu'un enfant commence à être un petit peu au-dessus de la courbe de son poids et va conseiller aux parents de mettre l'enfant au régime. Et ça, malheureusement, les premiers régimes à 5-6 ans, c'est destructeur sur l'estime de soi et notamment sur tout ce qui est alimentation et le fait de pouvoir vraiment ressentir la faim et la satiété dans son corps, par exemple, parce que c'est trop tôt. Et puis même un régime, vous allez voir au fur et à mesure que c'est pas ce que je préfère. Je continue du coup ma liste. On a le harcèlement moral, les traumatismes sexuels, le TDAH, le trouble borderline, la gestion des émotions. Souvent, on a quand même le critère mère très intrusive et père très absent, qui revient très fréquemment chez les patients en obésité. Burn-out et dégoût de soi. Ça, ce sont pour moi
les principales causes d'un surpoids et d'une obésité. Parce que dans ces moments-là, on n'est pas assez fort psychologiquement et donc du coup on prend de la place, on, on prend de la puissance à travers notre corps. Un corps gros prend de la place, donc si on ne nous la donne pas, on la prend. Un corps gros laisse entendre de la force physique. Un corps gros permet de mettre aussi à distance les dangers potentiels, de la peur d'être rejeté et du coup court-circuité par le fait que voilà, je me fais rejeter enfin non intentionnellement d'ailleurs, c'est inconscient, mais au moins les personnes ne m'approchent pas parce que ce que je dégage laisse entendre que je ne veux pas être approchée, grosso modo. On continue. Les différentes prises en charge que moi je peux proposer. Alors, moi je propose la thérapie EMDR, qui est une thérapie spécifique pour les traumatismes. En fait, ça a été vraiment élaboré autour des gros traumatismes, mais aussi des traumatismes cachés. C'est pas forcément quelque chose d'extrêmement visible en fait, un traumatisme. On peut être traumatisé par des petites phrases qui semblent anodines et qui ont un impact incroyable. C'est une petite graine en fait qui a été plantée en nous par une situation et qui germe et qui en tout cas a un terreau assez fertile pour germer et qui crée des réactions encore aujourd'hui alors que la graine a été plantée il y a peut-être 20 ans qui nous dépassent et qui nous font réagir alors qu'on n'a pas envie de réagir de cette manière-là. Je vais parler évidemment des thérapies cognitives et comportementales, les TCC, qui est une technique de thérapie qui se veut brève. Et brève, ça ne veut pas dire en 3 séances, hein, ça veut dire minimum 1 an quand même de thérapie, pour vraiment travailler avec des outils concrets l'estime de soi. Parce que plus on a une bonne estime de soi, moins on a besoin en fait que notre corps parle à notre place, si je peux dire ça comme ça. Donc ça c'est extrêmement important. Le TP, alors le TP c'est l'éducation thérapeutique du patient. Et j'ai mis pour sortir de la boucle des régimes. Alors l'éducation thérapeutique du patient, c'est une technique de thérapie qui considère et a raison que le patient est expert en lui-même et que c'est à travers ce que lui connaît qu'on va pouvoir l'aider à avancer et rectifier ce qui a à rectifier si jamais la personne se trompe dans des croyances qu'elle a depuis toute petite et qui n'ont pas encore évolué. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus encourageant au niveau de la motivation. Je vais parler du gros TCA. Alors gros TCA, en réalité, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids et sur les troubles du comportement alimentaire. C'est une association qui prône l'alimentation intuitive, à contrario de tout ce qu'on peut connaître sur la diététique et sur les régimes en fait. Donc l'idée c'est vraiment de se reconnecter à ses sensations et à son corps pour pouvoir s'alimenter selon ce dont notre corps a besoin. C'est-à-dire on retire absolument toute étiquette péjorative sur les aliments et à la place on s'écoute. Donc c'est-à-dire que si là maintenant j'ai envie de manger un sneakers parce que c'est ça qui me fait envie et que j'ai vraiment la sensation que ça me ferait un plaisir fou de manger ce sneakers, eh bien je vais le manger sans aucune culpabilité. Je vais pas chercher à me dire oh là là, bah non, c'est du chocolat, c'est des cochonneries, c'est je sais pas quoi. Non, non, j'ai envie de ce sneaker, je vais le manger. Et même si ça se trouve, à la moitié du sneaker, j'arriverai à me dire, bah en fait, ça y est, je suis rassasiée de cet aliment-là, ça m'a fait beaucoup de bien, je vais garder la suite pour plus tard. Ça, c'est extrêmement dur pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire d'imaginer pouvoir faire ça. Et donc, du coup, c'est sur ça qu'on travaille. La photothérapie, alors ça, c'est merveilleux. Malheureusement, c'est pas quelque chose que moi je propose, mais je trouve ça génial. C'est vraiment se réconcilier avec l'image avec le reflet dans le miroir, j'ai mis. Se réconcilier avec l'image qu'on donne. Euh, de nouveau, apprendre à aimer son corps tel qu'il est. Et aussi étrange que ça puisse être, quand on commence à aimer son corps tel qu'il est, ben c'est là qu'il commence à changer. C'est là qu'il commence un petit peu à se modeler d'une autre manière. C'est hyper intéressant. Et enfin, la thérapie ACT. Alors la thérapie ACT, c'est d'acceptation et d'engagement. Pour accepter la maladie afin de vivre heureux avec elle. Alors j'ai bien dit la maladie, parce que l'obésité,
même si je ne sais pas si elle est reconnue exactement comme telle. En tout cas, toutes les personnes qui souffrent d'obésité qui m'en parlent sont totalement d'accord pour me dire qu'effectivement, c'est une maladie, au même titre que l'anorexie. Et pourtant, elle n'est pas encore considérée comme un handicap, l'obésité, alors que c'est tellement handicapant dans la vie. Le fait est que là, avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, on fait en sorte de ne plus se catégoriser, se définir à travers l'obésité. L'idée, c'est vraiment d'accepter pleinement cette obésité afin de vivre heureux avec elle. Donc, dans le sens où on va vraiment se concentrer sur nos valeurs profondes, sur ce que nous, on a envie de faire de notre vie et avancer, peu importe l'obésité ou peu importe le poids qu'on fait, en fait. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai tendance à proposer tout le reste avant de proposer la thérapie ACT. J'ai tendance à utiliser la thérapie ACT en dernier recours, alors qu'en réalité, c'est peut-être bien la première. C'est peut-être bien ce qu'il faudrait faire dès le départ, accepter directement qui on est, l'intérieur. Et encore une fois, c'est généralement quand on commence à s'accepter que les changements se font. Parce qu'on évolue, parce qu'on avance, parce qu'on bouge, et parce que ça fait un bien fou de s'accepter pleinement. Voilà comment la psychologie peut venir intervenir dans le traitement de l'obésité. Alors j'ai mis quelques exemples d'obèses qui ont perdu du poids, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc là on a le joueur du grenier qui est un youtubeur célèbre qui a perdu énormément de poids. On a la chanteuse Adele qui effectivement elle aussi a perdu du poids. Et Chris Pratt qui est célèbre dans son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie de chez Marvel. Je n'ai pas les informations sur comment ces personnes ont perdu du poids, à part pour le joueur du grenier, qui je sais a vraiment subi un régime restrictif et le subit encore, et qui pour moi du coup a malheureusement pas du tout fait ce qui lui fait le plus de bien. On va voir ça pour la dia suivante, parce qu'effectivement, ces pertes de poids ont été faites au détriment de l'état de santé de chacune de ces personnes, de leur liberté d'esprit, de leur liberté tout court. Donc ils ont vraiment un régime extrêmement strict, une peur de reprendre du poids qui revient régulièrement. C'est vraiment le TCA inversé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de vouloir perdre du poids, eh ben en fait on arrive dans une anorexie mentale mais c'est le même continuum que sur l'obésité. Alors ok, je peux entendre, les personnes obèses m'ont dit plusieurs fois qu'elles préféreraient être anorexiques plutôt qu'être obèses, parce que dans la société, c'est mieux accueilli en fait l'anorexie. Donc on est encore dans l'optique de grossophobie. Les obèses sont les premiers grossophobes malheureusement. Ils ont vécu avec cet étiquetage tellement fréquemment qui préféreraient ne plus l'avoir, cette étiquette-là, et qui sont très très durs envers l'obésité. Et puis donc des troubles psychologiques associés, donc dépression, crise d'angoisse, tout ce qui fait que le surpoids était là au départ, et bien ça c'est pas rétabli encore, ça n'a pas été travaillé psychologiquement. Donc c'est juste, comment je pourrais dire, modifier, enfin utiliser un autre moyen de faire parler le mal-être. Et donc du coup, dépression, crise d'angoisse qui s'ajoutent, entre autres, hein, ça peut être plein d'autres choses. C'est pas mieux. C'est pas mieux que de vivre en étant sereine et obèse, par exemple. Alors peut-on guérir de l'obésité? Si l'obésité est génétique, seule une rigueur à vie pourra permettre à une personne obèse d'atteindre et de garder un poids de forme. Mais ça ne rendra pas forcément la personne plus heureuse. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire comme les trois exemples que je vous ai montrés, si ça vous intéresse de perdre du poids. Mais votre bonheur, c'est pas ça qui le permettra d'arriver dans votre vie. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir un meilleur état de santé tout en étant obèse. On peut avoir une meilleure image de soi tout en étant obèse. On peut être heureux ou heureuse, épanoui, amoureux, amoureuse, tout en étant obèse. Et oui, certaines personnes arriveront à perdre leur kilo émotionnel. Et donc à ne plus être en obésité morbide, parce que la cause n'étant pas génétique, on aura pu travailler sur la cause profonde. Ça va? Conclusion, de l'espoir, des pistes. L'idée, ça va être vraiment de se réconcilier avec l'alimentation, de commencer dès aujourd'hui à lutter contre la grossophobie, que vous soyez en surpoids ou pas, c'est dès maintenant, c'est dès le plus jeune âge qu'il est tellement important d'apprendre à nos enfants à ne pas être dans ce même cliché, à vraiment à être dans la bienveillance et dans l'acceptation de l'autre.
En tant que personne, on peut travailler sur le goût, sur l'estime de soi, sur le respect de soi, sur les sensations alimentaires, ça aussi, dès le plus jeune âge. Donc toutes les petites phrases du genre si tu ne finis pas tes petits pois, t'auras pas de dessert, ça on arrête, grosso modo. On enlève toutes les croyances sur l'alimentation qui ne créent que des angoisses et de la culpabilité. Et on apprend aux enfants à reconnaître leurs sensations de faim. Et s'il y a vraiment une chose à retenir, ce serait celle-là. C'est parce qu'on est heureux et bien dans sa peau qu'on perd du poids. C'est pas parce qu'on perd du poids qu'on sera plus heureux. Vous voyez la nuance, la plupart des personnes qui souffrent de surpoids, elles me disent constamment, quand j'aurai perdu 30 kilos, 50 kilos, 60 kilos, 100 kilos, je serai plus heureuse. C'est ce qu'elles croient. En réalité, d'avoir pu voir des personnes qui avaient fait une sleeve, par exemple, et qui avaient réussi à perdre autant de poids, elles n'étaient pas plus heureuses. Pourquoi? Parce que l'origine, la graine implantée, elle n'a jamais été retirée. Donc, le mal-être, il vient d'ailleurs. Le surpoids, quand ce n'est pas génétique, hein, toujours quand ce n'est pas physiologique, quand la cause n'est pas physiologique, le surpoids et l'obésité sont généralement le moyen que votre cerveau, que votre inconscient a trouvé pour pouvoir répondre à une problématique. Donc si on retire la solution que le corps et que l'esprit ont trouvée, et ben en fait on se retrouve complètement à la merci de cette problématique. Donc soit elle glisse sur autre chose, soit elle nous fait reprendre le poids qu'on a perdu. Ce qui explique généralement que les régimes ne fonctionnent pas d'ailleurs. Et que les sleeves aussi peuvent ne pas fonctionner. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec ça. Donc prenez soin de vous. Écoutez-vous, écoutez vos sensations. N'écoutez pas ce que les autres puissent dire ou rappelez-vous que cette grossophobie n'est pas personnelle, n'est pas quelque chose qui est là pour vous faire du mal, même si effectivement, plus on va lutter contre et mieux ce sera. Peu importe notre IMC, peu importe notre poids. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.